propose, c'est de prendre un peu la suite de l'introduction de Jean-Pierre Van Ruys. Il a évoqué dans son introduction l'enjeu de la société, qui se traduit aujourd'hui par des politiques publiques. Et donc mon rôle aujourd'hui dans cette présentation va être un peu d'insister sur les enjeux qui se profilent à l'horizon et les contraintes liées aux politiques publiques en termes de retrait de molécules. Juste pour faire un très rapide tableau de démarrage, restons quand même un peu positifs au niveau de la filière. On n'a pas non plus rien fait depuis des années. L'ensemble des professionnels se sont mobilisés. D'une part par une prise de conscience importante des professionnels, que ce soit au niveau des enjeux. On voit quand même de plus en plus le port de pays devient régulier. Il y a 10 ans encore, tout le monde rigolait et continuait à travailler en short et en chemise sans aucune protection. Donc il y a quand même vraiment une prise de position des professionnels et une mise en place de pratiques où l'enjeu du risque présenté par les produits phyto est bien connu et pris en compte. Sur un plan pratique, technique, le désherbage chimique, c'est quand même une pratique qui en 20 ans a énormément évolué. Des vignobles désherbés sur l'ensemble de la surface aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus. Il y a 20 ans, c'était la systématique, on appliquait des herbicides sur l'ensemble des surfaces. Juste un chiffre que j'ai pu retrouver rapidement, on est grosso modo sur une dizaine d'années sur une baisse de 25% des usages d'herbicides, donc ce n'est pas rien non plus. Et puis de manière générale, la lutte raisonnée qui a démarré dans les années 90 par des petits groupes de viticulteurs, avec le début des modèles qui étaient mis en place, aujourd'hui c'est quelque chose qui est systématique, j'ai envie de dire. Tout le monde pratique la lutte raisonnée et c'est intégré à l'ensemble de la filière. Ce n'est plus uniquement l'IEV, les chambres d'agriculture, les organismes de développement qui relayent la modélisation. La modélisation fait partie du bulletin de santé végétale, la modélisation fait partie des usages de la distribution française. Et donc tout ça va dans le sens où on est en train de proposer des stratégies globales qui vont vers une réduction des phytos. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et l'évolution n'est pas terminée. Et la traduction de la volonté de la société vers moins de phyto se traduit par des enjeux réglementaires que l'on va aborder. Et j'essaierai de terminer ma présentation pour essayer d'identifier les impasses à court terme qui risquent de se présenter à l'ensemble de la filière et sur lesquelles il va falloir que l'on travaille. Jean-Pierre Van Ruys l'a évoqué, la loi Egalim, je vais la résumer très rapidement. 3 points importants qui vont impacter la filière. C'est d'une part un aspect commercial, l'interdiction de remise, rabais et ristourne. Le point sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est que ce point-là est valable entre la firme phytosanitaire et le distributeur, mais aussi valable entre le distributeur et le viticulteur. Ce qui fait que demain, le viticulteur va acheter un produit tout au même prix, quelle que soit sa surface ou ses conditions qu'il avait jusqu'à présent. L'autre point qui n'est pas encore terminé aujourd'hui et qui est un enjeu important pour la filière, c'est la notion de séparation du conseil et de la vente. La loi Egalim a introduit une séparation capitalistique basée sur le conseil indépendant annuel qui est inscrit dans la loi. Donc il va exister aujourd'hui un conseil annuel indépendant qui va se mettre en place. Le point sur lequel une ordonnance est en cours de rédaction et sur lequel on n'a pas encore tous les éléments pour identifier dans quel cadre ça va se mettre en place, c'est sur l'aspect du conseil opérationnel. Conseil opérationnel, c'est le conseil au quotidien. Un distributeur qui régulièrement va voir ses clients, ses exploitants agricoles et lui transmet un conseil pour appliquer tel ou tel produit dans telle et telle condition à telle et telle date. Ce conseil opérationnel aujourd'hui n'est pas encore cadré au niveau de l'ordonnance. Il semblerait quand même que les derniers éléments du texte préliminaire qu'on a pu voir passer incluraient également un conseil à ce jour opérationnel indépendant. Et puis l'autre point de la loi Egalim, c'est la pérennisation des certificats d'économie de produits phytosanitaires qui est maintenu et qui va être renforcé avec un projet d'ordonnance en cours de rédaction sur laquelle l'information du ministère hier que j'ai pu avoir serait vers un objectif sur 2021 d'une réduction, d'une atteinte de 15% avec un objectif final toujours fixé à 20% d'ici 2022. La réglementation européenne également prend en compte cette vision de la dangerosité des produits et a mis en place depuis janvier 2016 des nouveaux guides qui donnent des règles d'établissement et d'évaluation des matières actives sur des aspects protection des riverains et protection des travailleurs. Sur ces 2 points clés, juste une étude qui a été menée par l'Europe sur les molécules vignes actuellement en réhomologation au niveau européen. Sur 36 molécules actuellement en réhomologation, si on applique stricto sensu ces nouveaux guidelines, 32 ne seront pas réhomologués au niveau européen.
Donc il y a des enjeux forts, donc il y a les mobilisations qui se mettent en place pour essayer d'évaluer si les critères d'évaluation sont ajustés et justes. Deux points clés qui vont pouvoir se traduire demain, c'est les ZNT riverains, c'est-à-dire en bordure des habitations. Aujourd'hui, il existe des arrêtés préfectoraux pour protéger les lieux sensibles, écoles, maisons de retraite, etc. Aujourd'hui, les discussions sont en cours pour inclure des ZNT riverains. Et les derniers éléments de l'ANSES, suite à un conseil de suivi des AMM qui s'est tenu en septembre, indiquaient une orientation vers une ZNT riverain qui serait appliquée de 10 mètres pour tous les produits dits dangereux, suspectés dangereux, et qui serait mis en place systématiquement dans l'attente d'études complémentaires pour envisager une réduction éventuellement de cette ZNT riverain. Et puis sur la protection des travailleurs, aujourd'hui ces guidelines européens indique une protection et un port de pays obligatoire après les délais de réentrée dans les parcelles. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous appliquez un produit qui concerne ce port de pays obligatoire, les travailleurs qui reviennent dans les parcelles pour faire le travail en verre et les vendanges doivent porter des EPI. Aujourd'hui, les EPI qui sont indiqués dans les dossiers d'homologation sont les mêmes que ceux que vous utilisez quand vous préparez le produit, à savoir la combinaison Tyvek et les gants. Donc là aussi, des actions sont en cours et ont été mises en place pour identifier que les éléments de prise en compte des modèles au niveau de ces guidelines ne sont pas ajustés à la réalité. Donc des études ont montré que les niveaux de seuil qui étaient pris en compte étaient surévalués ou surestimés. Donc ça, c'est en cours, c'est validé par l'Europe. L'enjeu de demain, c'est de faire en sorte que la France, rapidement, prenne en compte ces nouvelles études pour essayer de réajuster les homologations qui peuvent apparaître. Et puis au niveau des EPI aussi, il y a des travaux qui sont faits par les fabricants pour essayer de trouver des EPI qui seraient validés par les pouvoirs publics, qui seraient plus facilement portables qu'une combinaison Tyvek telle qu'on la connaît aujourd'hui. En France, on a aussi d'autres enjeux, toujours liés à cette approche. Donc il y a la volonté du gouvernement d'augmenter la redevance pollution diffuse de 50 000 €. Ce n'est pas rien et sur 50 millions, pardon. L'autre point clé, c'est donc que cette augmentation n'est pas encore calée au niveau de l'arrêté pour le moment. Il était prévu que cette augmentation atteigne au 1er janvier. Vu les délais de consultation publique, il est probable que ce soit un petit peu décalé dans le temps, mais ça, c'est un enjeu qui va être maintenu et qui va impacter certaines molécules. Et on parle, d'après les premières évaluations que l'on peut faire, et estime que certains produits pourraient voir une proportion de redevance plus importante que le prix du produit qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un enjeu fort qui va fortement faire sortir certains produits parce qu'on va payer plus de taxes que le produit en lui-même. Et puis le plan de sortie de glyphosate, dont tout le monde a entendu parler, et avec un projet en cours qui n'est pas encore mis en place, mais donc le glyphosate aujourd'hui est réhomologué au niveau européen, et une approche du gouvernement qui devrait dans les semaines à venir saisir l'ANSES, qui est chargé de la réhomologation des spécialités commerciales une par une, usage par usage, et qui devrait saisir l'ANSES pour que l'ANSES réévalue ses produits et fasse des retraits d'usage pour tous les usages sur lesquels des alternatives sont possibles. Pour la viticulture, les alternatives possibles, on les connaît, il en existe. Le problème, c'est à quel niveau va se situer la prise en compte du coût économique pour l'exploitant de cette réévaluation. Si on considère que ça n'a pas de coût économique, les alternatives existent et les usages vont disparaître en vigne dès demain pour les usages qui vont être homologués. Si on prend en compte l'impact économique que ça peut avoir sur l'exploitation, on peut peut-être trouver des situations intermédiaires. À court terme ou moyen terme, d'autres tensions existent sur certaines molécules. Le cuivre, tout le monde est au courant, j'imagine, qu'il y a une discussion au niveau européen qui n'est pas encore finie sur la dose de cuivre qui va être appliquée. Il est quasiment certain que la dose maximum sera de 4 kg par hectare et par an, alors qu'elle est de 6 aujourd'hui. La question est de savoir si il est possible d'intégrer au niveau du rapport de l'EFSA une possibilité de lissage de cette dose sur plusieurs années. L'enjeu est très important pour la filière bio, bien entendu, puisqu'avec 4 kg par hectare et par an, dans les conditions 2018, pour prendre un exemple très récent, aucun viticulteur bio, ou quasiment aucun, n'était en mesure de protéger correctement sa vigne avec 4 kg par hectare et par an. L'autre point, qu'on connaît moins sur le cuivre, c'est quand même que dans les retours de l'Europe, de l'EFSA, il y a des risques opérateurs et travailleurs qui sont identifiés. Donc il est fort probable que dans les homologations qui sortiront pays par pays, usage par usage, en vigne, on voit apparaître pour le cuivre des ports de pays obligatoires après la DRE. Donc ça veut dire que même les bio vont devoir appliquer ce genre d'approche. Donc en termes d'image du bio, ça risque d'un peu de
de fausser l'approche que l'on a du bio aujourd'hui. Ensuite, un enjeu à court et moyen terme, c'est les matières actives multisites et anti-mildiou que vous connaissez bien, le Folpel, le Mancozeb, le Méthyram. Ces 3 produits-là sont en cours de réévaluation au niveau européen et sont soit classés dans des CMR probables, soit classés en perturbateurs endocriniens. Donc il est possible que demain, ces multisites ne soient pas réhomologués au niveau européen ou ne soient pas repris dans les homologations au niveau français. L'enjeu de ces matières actives est important en lutte contre le mildiou, puisque c'est les matières actives que l'on utilise systématiquement en association avec les molécules unicites qui, elles, présentent des risques de résistance. Donc la stratégie anti-résistance pour lutter contre le mildiou, c'est d'associer ces molécules multisites qui vont pérenniser les molécules unicites. Donc il est clair qu'aujourd'hui, si un pan de notre approche stratégique pour gérer au mieux le maintien des usages des molécules non dangereuses et efficaces au terrain, c'est la perte de ces molécules, on risque d'être devant une impasse. Et ce point est particulièrement d'actualité, et j'en finirai pour ma présentation sur cet aspect-là, c'est que l'enjeu des résistances, ce n'est pas du passé, c'est du présent. On est en cours, depuis 2-3 ans, d'avoir l'émergence de résistance sur des molécules assez récentes. Et je reprendrai ici, pour terminer, le point du monitoring que conduit la DGL et l'ANSES en résistance, qui a été fait en 2018 sur 52 populations. Ce sont des études de laboratoire, où on prélève des échantillons champs et on évalue au laboratoire les populations en termes de résistance. Donc ça ne présage pas systématiquement d'une perte d'efficacité au vignoble. Il faut aller plus loin dans l'enquête au vignoble pour identifier si cette résistance est en cause dans une perte d'efficacité. Et on a aujourd'hui l'émergence, depuis 2-3 ans, et ça s'est confirmé par le monitoring de la DGL et de l'ANSES, l'émergence de résistance sur le mode d'action des QII et QSI. Excusez-moi, ça devient un petit peu technique. Donc c'est 2 types de résistance qui sont en jeu. Une résistance spécifique, qui est une modification de la cible pour certaines matières actives. On est en augmentation de cette résistance spécifique pour la thiazofamide et plutôt stable pour la métoctradine, qui est la famille des QSI. Il est possible, il y a 2 produits QI qui existent sur le marché, qui sont la thiazofamide et la mésulbrome. Il est fort probable qu'il y ait une résistance croisée de ces 2 familles. Pour le moment, on n'a pas d'éléments précis. Une communication est prévue à ce sujet lors de la conférence de la CIMA le 11 et 12 décembre 2018 à Tours. Mais en attendant d'avoir les informations sur cette possible résistance croisée, il nous semble prudent d'envisager la gestion de ces 2 matières actives de la même manière. Et puis il y a un deuxième type de résistance qui existe pour ce type de famille chimique, qui est des résistances dites non spécifiques, donc modification de la chaîne énergétique au niveau du champignon du mildiou. Et on est sur des niveaux de résistance importants, déjà identifiés depuis 1 an ou 2, qui se maintiennent à des niveaux de résistance importants. Là encore, on n'est pas encore en mesure d'identifier si ces résistances peuvent avoir un impact sur l'efficacité des produits. Là encore, j'ai cru entendre dire qu'il y avait une communication à la CIMA qui devrait apporter des éléments d'information sur ce point-là. Bref, juste pour présenter un peu ce monitoring national, pour dire que l'enjeu des résistances est important. Et si aujourd'hui on n'a pas des partenaires multisites qui permettent de maintenir une efficacité liée à des contournements progressifs de résistance, on risque de se trouver dans une impasse beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà, j'ai dressé un peu un tableau, peut-être pas très positif pour l'avenir, mais c'est les enjeux sur lesquels on travaille. Et je pense que la suite des interventions vont essayer d'apporter des éléments de réponse pour vous accompagner dans la transition. Merci. Merci Eric.